Alors bonjour, je vous retrouve donc pour un Demain Lab où justement on stimule la réflexion pour mieux naviguer dans la complexité et surtout voir c'est quoi notre espoir de demain. On va dire comment on peut faire pour avoir un monde meilleur. Et aujourd'hui, je reçois Cécile Lazartigue-Chartier qui est consultante en interculturel et qui est propriétaire de l'entreprise L'Art et la Manière. Alors bienvenue Cécile. Bonjour, ravie d'être parmi vous. Alors, écoute, Cécile, dans un premier temps, qui es-tu? En fait, je suis franco-canadienne. Ça fait 24 ans que je vis à Montréal avec grand bonheur. Et puis, après une carrière en communication dans le milieu des arts, je suis revenue à mes premières amours qui étaient l'interculturel. Donc, j'accompagne les entreprises, les organismes ou les individus à une meilleure compréhension de l'interculturel, tout ce qui est code culturel, expatriation, management interculturel. Bref, j'outille les gens pour une meilleure compréhension. Oh, puis on en a besoin. Moi, je pense qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Alors, je te pose ma question, effectivement, comment peut-on rêver demain avec tous ces enjeux interculturels? Ah, c'est un vaste sujet qui nous demanderait plus que quelques minutes. Et Tu as le droit à pour 10 faire minutes, Cécile. je pense qu'aujourd'hui, dans ces temps troublés, on pourrait le dire, on a quand même des occasions de se poser des questions auxquelles on n'était peut-être pas confronté ou auxquelles on ne voulait pas être confronté. Que ce soit tout ce qui est par rapport à la communauté noire, racisée d'une façon générale, par rapport aux femmes, par rapport aux autochtones. Il y a des choses, des événements ponctuels et souvent extrêmement malheureux, je dirais parfois même effroyables, qui nous confrontent à un passé qui n'est pas du tout résolu et qui nous amène à des questionnements. Et pour imaginer demain, je dirais pourquoi ne pas prendre ces occasions difficiles pour en faire quelque chose de plus inclusif, de se poser des questions délicates et de le faire avec une prise de conscience de notre passé, que ce soit le passé colonial, que ce soit le passé historique de façon plus, je dirais, pour remonter plus loin dans le temps, mais et de se positionner d'une façon plus consciente. Alors, la bonne volonté ne suffit pas et je dirais la prise de conscience douloureuse d'aujourd'hui nous permettrait, si on le décide justement, de s'outiller, d'aller vers l'autre de façon respectueuse, de travailler nos biais, nos a priori, nos idées préconçues, bref. J'aime beaucoup parce que ça résonne en moi l'idée de monter en conscience. Donc, quand tu dis de prendre conscience, pour moi, ça fait vraiment référence à je monte en conscience et j'ose regarder qu'est-ce qui se passe et de prendre des consciences de qu'est-ce qui se passe pour moi et de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la société. Est-ce que ça peut résonner ça un peu en toi? Tout à fait, tout à fait. Parce que ça permet de passer d'a priori et de déconstruire les choses en disant est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est correct? Comment je me sens? Comment l'autre se sent? Comment ça se fait que et que ce soit pour les Premières Nations, les Inuits, on peut décortiquer tout ce qui est l'autre. Alors, hélas, on doit en arriver à ce point-là de rupture où il y a des choses effroyables qui arrivent, mais de dire, OK, ça c'est le passé, on en prend conscience. Aujourd'hui, on nous rappelle à l'ordre par le vécu commun, parce que ce qui arrive, que ce soit aux États-Unis ou près de chez nous ou en Europe, de façon mondiale, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais pourquoi elles ne sont pas acceptables? Moi, comment ça se fait? Et là, non pas une thérapie de groupe, mais bien une prise en compte de l'autre, mais aussi de soi. Et ça, c'est vraiment le processus de l'interculturel, c'est-à-dire être à l'écoute de l'autre et de
son témoignage de ce qu'il est, de ce qu'il vit, nous poser des questions soi-même en disant comment je me situe moi. Là, on est dans par exemple, les thématiques interculturelles de travail. Ça pourrait être, par exemple, est-ce que la gestion du temps, pour reprendre quelque chose de classique dans le travail, est-ce que ma gestion du temps est différente de celle de l'autre? Mais est-ce que la mienne est bonne? Est-ce que celle de l'autre est bonne? L'interculturel, on sort de ce paradigme de tout est blanc ou tout est noir, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On témoigne de nos inclinaisons personnelles. Notre entreprise, notre équipe, moi en tant qu'employé, leader ou entrepreneur, ou en tant que parent, ou en tant qu'élément de la société civile, je pense que oui, ok, je témoigne de ça, mais l'autre témoigne de quelque chose d'autre. Donc, c'est cette prise en compte de l'autre en tentant de ne pas être dans le jugement, la prise en compte de nos valeurs également, et un espace qui, je dirais, est un espace magique qui est la rencontre. Et la rencontre, c'est ça. C'est comment on peut imaginer un meilleur demain, c'est vraiment ça, c'est la rencontre avec l'autre et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Le motto de mon entreprise, c'est ici, maintenant, ensemble. Wow. Et ça, est-ce que c'est ça ta définition de l'inclusion? Tout à fait. Parce que c'est pas, on ne demande pas à l'autre qui arrive de rentrer dans une boîte prédéfinie. On demande à l'autre d'arriver respectueusement, comme nous, on arrive respectueusement dans une entreprise, dans une équipe, dans une société, dans un organisme, dans un pays. Oui. Et quand on est dans ce respect-là, on dit, qu'est-ce que c'est l'inclusion? C'est travailler ensemble pour nourrir ce qu'on a décidé ensemble de construire. Le Québec d'aujourd'hui est une société distincte de par son histoire, de par les différentes strates d'immigration, c'est un fait. Mais qu'on soit immigrant depuis 1 an, depuis 3 générations, depuis 400 ans ou depuis 6000 ans comme les Premières Nations, c'est une réalité qu'il y a eu des vagues successives. Mais est-ce que les autochtones qui sont là depuis à peu près 8000 ans ont plus de droits que nous qui sommes là depuis 3 ans ou 400 ans? C'est à nous, respectueusement, de prendre en compte les réalités et d'imaginer, de construire ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Et ça, dans les organisations, c'est pas évident dans les organisations parce que là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une rencontre qui se doit. Il y a aussi, on s'entend, une prédisposition que moi, je suis capable d'être dans cette rencontre-là, donc d'écouter, parce que tu as parlé d'écouter. Comment dans une organisation, je te dirais, c'est possible ça avec la vitesse dans laquelle on est en ce moment? Alors, le défi majeur, que ce soit avec le manque de main-d'œuvre, la rétention de personnel qualifié ou tout autre, ou une dynamique de groupe positif dans une équipe, clairement, il faut former les gens. D'accord. La bonne volonté ne suffit en aucun cas. Je dirais que c'est un présupposé, la bonne volonté. Oui. Et après, c'est déjà une bonne. Okay. La formation, il faut de l'accompagnement, il faut que l'entreprise ait une stratégie. Ce n'est pas un coup, on donne une conférence en interculturel et puis ça y est, le tour est joué et demain, tout le monde va s'aimer. Ce n'est pas ça du tout. C'est un subtil mélange, un équilibre extrêmement difficile à atteindre qui est entre l'humanisme et le concret, le pragmatisme de l'entreprise. OK, d'accord. L'interculturel en entreprise, c'est former les gens pour que chacun ait sa place, puisse développer son potentiel au service de l'entreprise, mais aussi en tant qu'humain, mais qu'il soit en mesure de livrer à temps, avec efficacité, voire même, soyons fous, avec efficience, ensemble, ce qu'il y a à livrer. Donc, que ce soit une entreprise industrielle au fin fond de l'Abitibi ou que ce soit dans une multinationale à Montréal, à New York ou à Bombay,
on a des cadres de référence différents, mais fondamentalement, c'est la rencontre d'humains qui doivent construire quelque chose ensemble. Wow. C'est un grand défi. Et est-ce que je peux me permettre, j'irais même, puisque tu as employé le mot tout à l'heure, co-construire. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, co-construire ensemble. C'est-à-dire, je n'ai pas la vérité, toi non plus, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la solution, je ne l'ai pas. Par contre, ensemble, on va en trouver une autre, une nouvelle. Et accepter cette humilité de dire, malgré notre bonne volonté commune, souvent, ça ne suffit pas et c'est excusez l'anglicisme, c'est un work in progress. C'est le travail d'une vie d'avancer en conscience et de dire, OK, on essaye de structurer, on essaye de faire tout ce qui est des chartes dans les entreprises, les services d'équité, diversité et inclusion, par exemple dans les universités. C'est fantastique. Ça donne des cadres de référence. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est perfectible? Nous sommes en cheminement. Et la mondialisation, je dirais, accélérée, le fait que le Québec a une diversité dans sa population qui est grandissante, qu'on le veuille ou non, il va falloir faire avec. Alors, autant le faire avec intelligence et le plus harmonieusement possible en allant chercher des intervenants, du support, de la formation pour l'interculturel. Et la formation, elle peut se faire de l'école, je dirais, jusqu'au CIO des grandes entreprises multinationales. On est confronté à la différence. Alors, c'est l'inclusion des minorités visibles, c'est les femmes, les handicapés, l'orientation sexuelle. C'est vraiment tellement diversifié que c'est… On rentre dans la diversité, là, pas juste l'interculturel. On rentre dans comment accepter la différence. Tout à fait. Mais cette différence, sachez que nombre comment dirais-je, d'études scientifiques démontrent la puissance des équipes multiculturelles. Alors, parle-nous-en, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais c'est compliqué, ça va me demander… Oh! On va répondre à ça. Qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant d'aller dans la diversité pour des entreprises ou des équipes? Mais parce qu'on est dans l'agilité. On cherche à aller dans cette agilité qui permet au potentiel créatif, à l'adaptation, à trouver des solutions tellement innovantes que si on était resté dans un cadre, je dirais, de la même dynamique culturelle, homogène, ça serait très limité, peut-être très, très bon, mais très limité. Alors que les équipes multiculturelles, au sens large du terme, permettent une approche innovante incroyable. Ça pousse, on est plus poussé à aller plus loin. Ouais. Tout à fait. Donc, l'entreprise par la même est gagnante. La réalité, effectivement, il ne faut pas se leurrer, c'est que ça demande en amont une stratégie de la direction, un engagement qui soit humain, financier, aussi en temps, pour que les employés aient ce temps et cet espace et aussi, je dirais, l'argent pour former les gens de manière à ce qu'après, les choses se fassent beaucoup plus harmonieusement. Il y a comme quelque chose qui s'inclut dans la culture de l'entreprise qui fait que la diversité, on l'accueille, puis on la trouve chouette, puis on est dans l'inclusion. Et on est conscient que c'est la richesse de l'entreprise. C'est un beau discours, ça. Hein? Mais c'est vraiment… Moi, je travaille avec cet équilibre subtil entre humanisme et pragmatisme. Donc, l'humanisme, c'est vraiment au service de l'humain, mais le pragmatisme, c'est que les entreprises qui osent et qui passent à l'acte pour former en interculturel leurs équipes et qui font des stratégies intelligentes en ce sens-là, se dotent d'une plus-value qui est incroyable. Parce que d'ici, je dirais, 5-10 ans, ça ne nous passera pas par l'esprit d'avoir des équipes homogènes, parce qu'on saura que clairement, ça ne fonctionne pas. C'est limité. Donc, alors justement, ma deuxième question, puis je vais te donner 10 minutes pour répondre à cette question, c'est quoi les solutions pour qu'on aille dans ce rêve-là que tu viens de nous expliquer? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en ce moment pour pouvoir y arriver?
Quelle solution tu La nous première proposes? chose, excuse-moi d'avoir coupé. La première chose, c'est vraiment de travailler la stratégie en amont. OK. Vraiment des décisions des dirigeants de l'entreprise, des gestionnaires, de cette prise de conscience. Peut-être qu'on n'est pas outillé, peut-être qu'on ne sait pas où on s'en va, peut-être qu'il nous manque une vision globale et d'aller chercher les intervenants pour le soutien. Oui. Ça peut commencer par une conférence, ça peut commencer par des ateliers, ça peut être aussi un audit, ça peut être aller chercher des subventions pour travailler beaucoup plus en profondeur. Mais il faut que toutes les strates de l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, soient outillées pour avancer et que la vision soit claire. C'est ça vers quoi on tend. La façon dont on s'organise peut être différente selon les entreprises et les réalités sur le terrain, mais il faut que concrètement, les dirigeants s'engagent à aller chercher de l'aide. Et ça, ce que j'entends former, ce que j'aime beaucoup dans la formation, c'est cette prise de recul qu'on permet aux gens par rapport à cette réflexion de qu'est-ce qui se passe pour moi, pour mon équipe, pour mon organisation. C'est comme une prise de recul qui permet aux gens de prendre cette conscience-là, que tu parlais de monter en conscience. Tout à fait. Puis de dire, moi, je ne suis pas raciste. Ah, tu l'as entendu? Très bien, c'est très bien. Mais l'inclusion et la diversité, c'est extrêmement large. Donc, aller chercher de la formation sur comment inclure les différences de genre, d'orientation sexuelle, les handicapés, est-ce que c'est pas pour avoir l'handicapé de service ou la personne racisée de service ou la femme de service pour faire un quota? Peut-être que les quotas, c'est encore un questionnement. Est-ce que les quotas, ça fonctionne? Est-ce qu'on devrait implanter? C'est toute une réflexion stratégique. Mais aller chercher de l'aide. On ne s'invente pas. Ce n'est pas parce que vous faites des gâteaux le dimanche après-midi avec vos enfants que vous êtes en mesure d'ouvrir une industrie de petits gâteaux pour exporter dans le monde entier. Vous faites très bien les petits gâteaux pour vos enfants, mais ça s'arrête là. Donc, c'est un peu la bonne volonté. Oui, vous avez cette dynamique de bonne volonté, mais après, on fait quoi? On fait comment? On va chercher des ressources. Donc, c'est extrêmement important de former les équipes. Sinon, les gens se sentent dépourvus, et puis on se sent impuissant quand on n'a pas d'outils. J'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Par quoi commencer? Comment structurer? Surtout que ce sont des sujets extrêmement délicats. Oui, beaucoup de tabous, hein? Oui. Oui. Il y a des tabous, il y a des sujets délicats. On ne veut pas manquer de respect, mais en même temps, à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut aller chercher des professionnels pour être capable, de façon respectueuse, mais très cohérente, de rentrer dans des sujets qui peuvent être délicats. Puis je te dirais, même en formation, puis je me permets, même en formation, il y a aussi une stratégie de comment on va former. Ce que tu dis là, comment on permet de libérer ces tabous-là, c'est pas évident, c'est pas juste de dire on va parler de la diversité interculturelle, on va parler de la diversité, toutes sortes de diversité, c'est de proposer des choses à comment on va en parler d'une façon sécuritaire pour mettre en sécurité tout le monde, un filet de sécurité pour que les gens soient en confiance pour parler. Comment toi, tu pourrais aborder ou comment tu fais pour aborder et faire en sorte qu'il y ait un filet de sécurité et une confiance qui s'installe pour aborder des tabous ou des sujets qui ne sont pas toujours évidents? Bien, je me renseigne, quand je fais une formation, par exemple un atelier ou un accompagnement, je suis toujours, la première des étapes, c'est vraiment d'essayer de cerner dans quel milieu les gens évoluent, qu'est-ce que c'est leur background, qu'est-ce que c'est les codes, l'entreprise, la culture d'entreprise, ce milieu-là quand je rentre en entreprise. Et ensuite, je fais souvent les gens qui m'embauchent me disent que je pose beaucoup de questions et qu'à un moment donné, les gens disent « Ah, mais ce n'est pas tellement nous, qu'est-ce que vous allez nous donner ?» Je dis « Mais pour vous offrir le support adéquat
à exactement là où vous en êtes, vous, en tant qu'entreprise, équipe, il faut que j'en sache le plus possible sur l'histoire, sur la culture, sur vos bons coups, vos questionnements, etc. Et l'étape suivante, c'est quand je rencontre les gens, quand je commence à les accompagner, c'est vraiment, on travaille avec des outils qui permettent de se poser des questions soi-même auxquelles on ne s'est jamais confronté. Puis, Tout simplement. Est-ce que moi, je suis plutôt orientée, par exemple, sur la tâche ou sur la personne? Les gens me disent, je ne sais pas. Alors, justement, il y a tout un tas d'exercices, de questionnements très respectueux. Et là, c'est comme, oh, ben finalement, moi, la tâche, c'est un peu plus important que la personne ou vice-versa. Et comme dans l'interculturel, on n'est pas dans le jugement, ça permet aux gens de dire, oh, ben je n'étais pas consciente de ça. Ou alors, moi, je suis très formée là-dessus. Moi, je suis très orientée sur la tâche. Il faut gérer la tâche, etc. Et donc, une fois qu'on a pris conscience je dirais, notre profil d'inclinaison personnelle, on pose la question géographiquement. Est-ce que si on est au Canada ou si on est à Cotonou ou au Japon, est-ce que ces inclinaisons sont géographiques et je dirais de pays sont les mêmes? Oui, non. Et là, on creuse encore. Donc ça, c'est personnel. Après, on est relié à la géographie. Et après, on va rentrer en ligne de compte avec nos collègues en disant, oh, ben, moi, je suis plus orientée personne et moi, et toi, tu es plus orientée tâche. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. Donc, je pense, c'est ça que je comprends que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut leur donner comme une espèce d'exercice ou d'activité pour que les gens se posent la question. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens vont penser l'interculturel, vont aller la bouffe et la danse. Puis c'est correct, la bouffe et la danse. Je veux dire, la musique, c'est tout à fait correct. C'est juste que des fois, ça prend un outil, ça prend une matière à parler pour des choses qui sont que peut-être je n'ai pas conscience ou qui sont tabous aussi. Tout à fait. Et c'est l'iceberg multiculturel. Ce qu'on voit, ce à quoi tu fais référence sur la nourriture, la musique, le théâtre, la façon de s'habiller, de chanter, etc., c'est le tout petit bout en haut qu'on voit. Et déjà, on a du mal, juste pour cette petite partie, à accepter les différences, à trouver beau, pas beau, etc. Mais dessous, tout ce qui est nos valeurs complètement inconscientes et notre culture dans le sens global. Donc, c'est extrêmement important. Par exemple, sur le temps, dans les pays où la culture est imprégnée d'une religion, où la réincarnation fait partie des acquis, des acquis, je dirais, culturels, qu'on soit croyant ou pas, le fait qu'on vive, par exemple, en Inde, où la réincarnation est un postulat pour 99% de la population, si on ne fait pas affaire dans cette vie-là, et on ne se dit pas ça, c'est inconscient. Si on ne fait pas affaire dans cette vie-là, clairement, ça sera dans la prochaine. Alors que, par exemple, dans d'autres sociétés où c'est cette vie, il faut faire ce qu'il faut pour avoir après le paradis, on ne gère pas le temps pareil ou l'engagement pareil. Donc, c'est des choses qui... Mais oui, c'est fantastique parce que là, on s'aperçoit qu'on est pétri de richesses, de valeurs inconscientes, de nos croyances. C'est incroyable. C'est ça qui est passionnant. C'est parce que chaque homme est tellement unique que non pas de défaire, mais de prendre conscience de cette richesse-là, fait que ça nous enrichit. Juste de se poser la question, qu'est-ce que c'est la réincarnation? Au-delà de l'aspect religieux et du respect qu'on peut porter aux religions, la notion, par exemple, de réincarnation ou d'une vie ici-bas et après, on est au paradis, même si on n'est pas croyant, ça fait partie de nos références complètement inconscientes.
J'aime ça. Ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, donc la rencontre de l'autre. Donc, valoriser cette rencontre-là, proposer des activités de rencontrer l'autre, de discuter, d'expliquer qui on est, d'avoir la capacité d'écoute de l'autre aussi pour pouvoir peut-être co-construire quelque chose. J'aime beaucoup cette image-là de co-construire quelque chose. Pour moi, c'est extrêmement important. On va construire quelque chose qui est complètement nouveau. Puis, je trouve que c'est très spécifique à l'inclusion, justement. Oui, la valorisation des différences. Je ramènerais un petit peu une coche au-dessus par l'inclusion. C'est justement d'avoir un aspect créatif qu'on va construire quelque chose qu'on ne, peut-être que tous les deux, on ne connaît pas. Et ça, j'aime beaucoup cet essai. Ça, c'est sûr. On Et ne ça, j'aime sait beaucoup. pas. Et c'est ça, et l'humilité de dire, je ne sais, il n'y a pas de recette miracle. Non. On n'est pas dans une table de mathématiques. C'est pas un théorème qui est juste ou qui n'est pas juste. Voilà. On est en co-création. Puis il n'y a pas toi qui as raison accepter de ou moi dire, qui a raison. Ça me décoiffe, ça me déstabilise, parce qu'effectivement, je suis confrontée à des questionnements que je n'aurais pas fait tout seul. Donc, accepter d'être un peu déstabilisé, ça ne veut pas dire d'être mal, ça veut dire être juste un peu inconfortable. Et après, de dire, OK, on part à l'aventure ensemble. Une entreprise qui forme ses équipes en interculturel n'a pas même idée de ce que ça va donner, mais en positif. Puis moi, je trouve que même, tu vois, quand ils forment en interculturel, donc ils forment à la diversité, donc la diversité à large, puis là, on en met des diversités, la diversité corporelle, la diversité de personnalité, la diversité de genre, la diversité, tout ça, là, c'est des diversités qu'on a. Et je trouve que de former à l'interculturel, c'est peut-être une ouverture à toute cette diversité-là qui est intéressante. Et moi, je trouve vraiment pour ça, c'est d'oser la diversité. Donc, d'oser d'avoir des stratégies dans les organisations. Mettez des stratégies en place pour permettre cette ouverture-là, cette rencontre-là et d'avoir des créations. Parce que, je veux dire, quand tu fais une rencontre puis tu travailles avec l'inclusion, quand on voit la créativité, c'est qu'il va y avoir des solutions complètement nouvelles et innovantes qui vont être là. Et il va y avoir une rencontre. Et oui, mais oui. Mais oui, oui. Donc, moi, ce que je dis aux leaders qui prennent des décisions dans les entreprises, c'est clairement que vous le vouliez ou non, votre entreprise va être confrontée à la diversité. Donc, autant être précurseur et de dire, je sais que on ne peut plus faire sans la diversité. Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est du leadership. De dire peut-être que jusqu'à hier, on pensait qu'on n'en avait pas besoin. Mais on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas faire fi de ça. Donc, clairement, allez vous former. Allez chercher des intervenants qui vous supportent, qui vous aident à optimiser le potentiel de votre entreprise et de vos équipes au service de votre entreprise. Et vous allez tout à gagner. Et les solutions innovantes que vos employés vont pouvoir amener à terme, c'est la diversité qui va vous aider là-dedans. Moi, je partage ton point complètement, de s'ouvrir sur cette diversité-là amène une créativité, ça c'est sûr, amène aussi, je vous dis, une ouverture et d'embarquer dans la complexité. Donc, comme on parle de toute la complexité, de naviguer dans la complexité, on est complètement dedans. Donc, les gens vont pouvoir apprendre aussi à naviguer dans cette complexité-là. Je suis en accord avec toi qu'il y a tout à y gagner dans cet échange-là, dans cette ouverture vers la diversité. Est-ce que tu finirais par un mot pour convaincre les gens d'embarquer là-dedans? Un mot. Ou deux, allez, parce que c'est toi. Un mot, je dirais ensemble. Ensemble, go. Ensemble, j'aime ça. Oui. J'aime ça. Puis moi, j'en rajouterai un parce que je me suis permis de dire vivre ensemble. Magnifique. Oui, magnifique. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Cécile, de nous avoir donné le goût d'embarquer dans cette diversité. Merci énormément. Au plaisir. Au revoir.